Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu des notions de corps, d'esprit et de force vitale selon la médecine occidentale ancestrale, donc qui va concerner plus la médecine des tempéraments d'Hippocrate particulièrement. Et donc à cette époque, on se basait principalement sur un point de vue que je qualifierais d'alchimique, donc en fonction de l'alchimie et des principes en alchimie. C'est pourquoi j'ai appelé cette vidéo un petit peu d'alchimie, parce que je vais être obligé donc d'introduire un petit peu la notion avant de parler du corps, de l'esprit et de la force vitale. Là, je vais donc parler un petit peu du point de vue occidental de ces notions, donc en fonction de ces trois termes. Et je ferai donc la prochaine vidéo sur les notions plus en médecine chinoise, qui rejoignent un petit peu ces trois notions, donc vous le verrez bien. Pour cette vidéo, je vais me baser sur donc une thèse pour le doctorat de médecine qui a été écrite par René Félix Allende en 1912. Donc cette thèse, ça s'appelle L'alchimie et la médecine, études sur les théories hermétiques dans l'histoire de la médecine. Au niveau de la source de cette thèse, je la tire de Gallica. Donc la source est gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France. Donc voilà, je suis obligé de citer cette source pour faire cette vidéo. Concernant donc le fichier PDF que je possède au niveau de cette thèse, si vous souhaitez tout simplement l'avoir pour pouvoir la lire vous-même de votre côté, je vous recommande donc de m'envoyer un courriel directement sur mon adresse qui est dans la barre de description en me faisant la demande tout simplement d'avoir ce document et je vous le transférerai sans aucun problème. Donc voilà, je mettrai bien sûr quelques captures d'écran par rapport à cette thèse pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Je ferai ici en quelque sorte je vais lire quelques extraits donc de cette thèse, puisqu'en fait elle est complète en elle-même et ne nécessite pas particulièrement de commentaires supplémentaires. À 2-3 endroits je ferai quelques réflexions pour que ce soit plus clair, mais bon, c'est tout, globalement je vais juste lire le document, donc ce n'est pas... la source, c'est vraiment ce document, ce n'est pas moi qui invente des notions qui n'existent pas. Donc voilà. Et donc voilà, on commence. L'alchimie et la médecine. Donc, première partie donc de cette vidéo, ça va se baser sur les théories. Donc les théories, en formulant le principe de la résistance opposée à la force, la physique moderne a consacré la notion fondamentale et très générale de la dualité. Toute chose, en effet, se présente sous un aspect double. Les êtres organisés sont mâles ou femelles. Chaque force est positive ou négative. Ainsi, la force mécanique est positive quand elle travaille, négative quand elle résiste. La chaleur est positive dans le chaud, négative dans le froid. La lumière est positive dans la clarté, négative dans l'obscurité. Le jour s'oppose à la nuit. L'électricité est de même positive ou négative. Un composé chimique est acide ou alcalin. Enfin, les qualités abstraites opposent également leurs deux aspects. On est bon ou méchant, grand ou petit, etc. La notion de dualité est donc celle qui s'impose le plus immédiatement à l'esprit. Mais en observant de plus près, on remarque qu'entre les deux aspects opposés, il y a toujours un terme intermédiaire qui résulte de l'équilibre de leurs antagonismes. Entre le mâle et la femelle, il y a l'embryon qui est asexué. Entre le père et la mère, il y a l'enfant. La force combinée à la résistance produit le travail. La chaleur et le froid ont un intermédiaire tempéré. Entre la lumière et l'ombre, il y a la pénombre, le crépuscule. Le courant électrique, qui va du positif au négatif, tend à l'état neutre. L'acide s'unit à la base pour donner un sel neutre. Nous voyons ainsi ce nouvel aspect, le neutre, se présenter comme le résultat de deux forces antagonistes qu'il équilibre et qu'il résume.
tandis que chacune de ces forces antagonistes peut être conçue, isolée, l'intermédiaire ne peut exister que par elles et par leur action réciproque. Il est en quelque sorte l'addition des deux principes. Donc ici, c'est très important de comprendre que cet intermédiaire est bien l'addition des deux principes, et ce n'est pas l'absence de ces deux principes qui va mener à cet intermédiaire, c'est bien que cet intermédiaire existe par ces deux principes antagonistes et par leur action réciproque. Et donc ça poursuit, et si nous voulons, avec les pythagoriciens, donner de ceci une représentation numérique, nous représenterons par 1 l'aspect positif, par 2 l'aspect négatif. L'union de ces deux nombres, 3, représentera le terme neutre et l'intermédiaire. Poussons plus loin nos spéculations. Considérons ensemble les 3 aspects d'une même chose, père, mère, enfant, ou bien force, résistance, travail, ou bien clarté, obscurité, pénombre, ou encore grand, petit, moyen. Nous concevons sans peine que l'ensemble de ces 3 termes constitue une notion nouvelle. Ce sera la famille, l'énergie, la lumière, la grandeur. Ce sont déjà des abstractions, des notions plus complexes, mais encore faciles à saisir. Or, chacune de ces notions représente bien un tout, une unité nouvelle. Comparons ces notions nouvelles entre elles. Elles nous paraîtront, quoique avec moins d'évidence, présenter encore un double aspect chacune. Les premières seront positives, positives, les secondes négatives. Il y a un mode d'électricité, de calorique plus actif que l'autre. Le premier sera positif, le second négatif. Appliquons maintenant le raisonnement analogique, qui est la clé de voûte de l'hermétisme. Et nous dirons que notre seconde catégorie de forces antagonistes va comporter, comme la première, des résultantes des produits neutres. Les pythagoriciens représenteront ces notions nouvelles de la façon suivante. 4 pour l'unité composée positive et active, 5 pour l'unité composée négative et passive, 6 pour leur combinaison d'équilibre, termes neutres, et ainsi de suite. Donc pour synthétiser, nous avons 4 ordres en quelque sorte, éléments du premier ordre, du deuxième ordre, du troisième ordre et du quatrième ordre. Je vais tout simplement vous mettre une capture d'écran ici du texte, ce sera plus simple pour vous de comprendre. On a donc les 4 ordres avec positif, négatif et neutre, et les correspondances numériques pour chaque élément. Et donc ici il poursuit, afin de mieux comprendre le symbolisme numérique, remarquons que les nombres 1, 4, 7, 10 nous apparaissent comme des unités d'ordre différents et de plus en plus complexes. Le nombre 1 va représenter le principe constituant. Le soufre par exemple, donc ça on va en revenir plus tard. Le nombre 4 va représenter l'être organisé qui s'exprime par 4 qualités, 4 éléments, 4 humeurs, 4 tempéraments. Le nombre 7 est l'unité du monde astral, donc entre parenthèses les 7 planètes. Le nombre 10 est l'unité divine, entre parenthèses les 10 séphirotes de la Kabbale, les 10 ordres de bienheureux. Voilà, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le nombre 12 est le nombre parfait par excellence, puisqu'il symbolise l'équilibre dans ce plan intellectuel ou divin. Retenons en particulier que l'être organisé, avec ses 4 éléments de manifestation, est lui-même une synthèse des 3 formes, positive, négative et neutre, du principe constituant, et cela nous symbolise la théorie capitale en alchimie des 3 principes et des 4 éléments. L'hermétisme est une philosophie d'analogie et par conséquent unitaire. De même que tous les nombres se réduisent, en définitive à l'unité, de même tous les phénomènes de la matière, des êtres vivants,
de l'esprit de la divinité se ramène à une même force dont la double polarité engendre un mouvement perpétuel. Nous venons d'en voir la symbolisation numérique. Ce n'est pas la seule, il existe beaucoup d'autres signes pour exprimer la même idée. Donc ici, il va donner quelques exemples qui ne m'intéressent pas particulièrement pour la vidéo, donc je vais sauter un petit peu les pages. Si vous souhaitez lire ces exemples, je vous invite encore une fois à m'envoyer un courriel directement à mon adresse courriel dans la description. Je passe donc au premier chapitre qui va s'appeler la matière. Voyons tout d'abord la constitution de la matière, et plus particulièrement celle des métaux. Le métal est formé d'un principe actif, qu'on désigne par le terme de soufre, d'un principe passif, le mercure, et d'un principe neutre, le sel. Donc voilà, ici, c'est les trois notions fondamentales en alchimie que l'on retrouve partout concrètement. Donc ça va être le soufre, le mercure et le sel, qui sont les trois notions fondamentales à bien comprendre. Il est bien évident que les termes de soufre, mercure et sel ne sont qu'une terminologie pour désigner des abstractions, et il est ridicule de dire que les alchimistes considèrent tous les corps comme des sulfures d'hydrargir. Ces principes ne sont qu'une modalité de l'énergie universelle, et ainsi les alchimistes ramènent la matière à la force connue de nos jours, Ramsay. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Donc ensuite, il poursuit. Le soufre s'appelle encore feu inné, et le principe de la forme. Le mercure est l'humide radical, ou principe de la substantation. Donc la substantation, pour donner une définition, c'est le fait de soutenir, de maintenir en équilibre. C'est l'action de maintenir en équilibre, ou c'est l'état d'équilibre qui en résulte. Donc voilà, très important à bien comprendre, le soufre donc s'appelle le feu inné aussi, donc c'est comparé à un feu, et donc c'est le principe de la forme ici, mais ça va être plus détaillé après. Et donc le mercure est l'humide radical et le principe de la substantation. Donc il poursuit, c'est lui à qui certaines substances doivent leur propriété d'engendrer un liquide appelé phlegme, ou de passer elles-mêmes à l'état liquide quand on les soumet à l'action de la chaleur. Donc là, il parlait du mercure, de l'humide radical. Donc là, je passe quelques lignes. Il dit « Enfin, le sel s'appelle base essentielle ou il est et constitue le principe mixte de la manifestation objective. » Donc ça va être expliqué juste maintenant. Il dit Jean Fabre dans l'Abrégé des secrets magiques, qui est donc un livre paru à Paris en 1636, s'exprime ainsi, citation, « Le soufre est le feu céleste qui, s'introduisant dans les semences inférieures, suscite et fait paraître la forme intérieure du plus profond de la matière. Le mercure est la substance humide, première née en la substance de toute chose, sur laquelle le feu naturel en soufre vital agit pour en pousser les formes cachées dans le trésor de son abîme. Le sel est le principe des corporifications qui est le nœud et le lien des deux autres principes, soufre et mercure, et leur donne corps, et ainsi les fait paraître visiblement aux yeux de chacun. » Fin de citation. Donc ici, on comprend bien ce qu'ils veulent dire quand ils disent que le soufre est le principe de la forme, car c'est celui qui va donner la forme, l'information, donc au mercure qui est l'humide radical, principe de la substantation, qui lui accueille l'information du soufre. Et enfin, le sel qui est le principe mixte de la manifestation objective, car c'est ce qui fait paraître visiblement aux yeux de chacun cet équilibre, cet ensemble entre le soufre et le mercure que l'on ne peut voir individuellement. Donc il poursuit, tels sont les trois principes constituants des métaux et en général de tous les corps. La matière ne peut exister que par leur réunion, et ils coexistent toujours.
une préparation n'est mercurielle, sulfureuse ou saline que par la prédominance d'un élément. Chaque corps a son soufre, son mercure et son sel spécial. Notre soufre au sens ordinaire et actuel du mot, de même que notre mercure métallique comprend ces trois principes. Telle est la constitution ternaire de tous les corps matériels. Ces corps ainsi composés vont pouvoir se présenter à nos sens sous 4 formes: solide, liquide, gazeuse et radiante. Donc radiante, entre parenthèses, la radioactivité, l'étude des ions nous permettent de comprendre ce qu'il faut entendre par ce dernier terme. Donc radiante, c'est en quelque sorte les vibrations, les radiations, etc. C'est tout ce qui va être un petit peu immatériel au niveau des vibrations. Et donc ces 4 modes de manifestation objective vont constituer les 4 éléments. Donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc ça va correspondre donc à la terre à la forme solide, l'eau à la forme liquide, l'air à la forme gazeuse et le feu à la forme radiante. Ici encore, il s'agit d'abstraction. L'eau, par exemple, désigne tout ce qui est liquide. L'eau de vie, l'eau régale, l'eau forte, etc. Les anciens auteurs se préoccupaient fort peu de la notion de corps simple. Pour eux, l'eau était un corps comme les autres, formé de 2 principes opposés. Il se trouve que c'est l'oxygène et l'hydrogène, et leur résultante neutre, donc la combinaison des deux. De même l'air, etc. Les corps matériels qui possèdent 4 modes de manifestation ou éléments sont doués de 4 qualités: chaude, froide, humide et sèche, qui se rapportent aux 4 éléments. Aux 4 éléments. Ainsi, le feu est chaud et sec, la terre sèche et froide, l'eau froide et humide, l'air humide et chaud. Si maintenant nous rapportons la notion des 4 éléments à celle des 3 principes, nous voyons que le soufre est une synthèse du chaud qui est dans le feu et du chaud qui est dans l'air. Le mercure est une synthèse de l'humidité qui existe à la fois dans l'air et de la terre, et de l'eau, de l'humidité qui existe à la fois dans l'air et de l'eau et dans l'eau. Le sel enfin résume la sécheresse du feu et de la terre. Quant au froid qui réside dans l'eau et celui qui réside dans la terre, leur synthèse ne peut être, par leur nature même, qu'improductive et ne peut se rapporter à aucun principe. Toute substance contient toujours et en même temps les 4 éléments associés. C'est selon la prédominance de tel ou tel qu'elle se présente sous forme solide, liquide, gazeuse ou radiante. Ainsi l'eau, telle que nous la connaissons, porte en elle la terre, puisqu'elle est capable de congeler et de devenir solide. Elle contient de même l'air, puisqu'elle peut devenir vapeur, et le feu, puisque cette vapeur peut arriver à l'état radiant. D'ailleurs, les corps matériels évoluent comme tout ce qui est dans la nature, et c'est pourquoi ils doivent tous parcourir ce cycle de transformation. Tout se tient dans la nature. L'année présente successivement l'automne, sec et froid, l'hiver, froid et humide, le printemps, chaud et humide, et l'été, chaud et sec. La journée présente une matinée chaude et humide, donc l'air, la période de midi chaude et sèche, donc le feu, la soirée sèche et froide, donc la terre, et la nuit humide et froide, donc l'eau, etc. De même, la matière doit parcourir le cycle de ces éléments dans le même ordre et se transformer perpétuellement, d'où la notion de la vie de la matière. Mais de même que la fin d'une année et d'une journée n'est que le commencement d'une autre, le cycle recommence sans cesse, et c'est ainsi que l'homme, après avoir passé par l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse, recommence après la mort une nouvelle vie, et par pure analogie, les alchimistes admettaient la survivance de l'âme et ses réincarnations successives.
Donc voilà, là je saute un petit paragraphe, on arrive au deuxième chapitre, les êtres vivants. Nous venons de voir la constitution et les propriétés de la matière. Voyons maintenant quelle était pour les alchimistes la constitution des êtres organisés. Considérons plus particulièrement l'homme. Et pour bien saisir le sens des théories hermétiques, rappelons-nous qu'il est une unité complexe. A priori et par analogie, nous devons retrouver chez lui les 3 principes constituants et les 4 éléments de manifestation, puisque l'homme est un organisme vivant au même titre que les minéraux, malgré son perfectionnement. L'homme est en effet triple. Considérons en effet un cadavre. Nous n'y trouvons que de la matière, le corps. Considérons maintenant un homme endormi. Son organisme fonctionne. Il y a donc en plus du corps matériel une force qui met tout en mouvement. Il faut qu'il se réveille pour pouvoir raisonner, juger, avoir une volonté quelconque. L'homme éveillé possède donc 3 éléments. Le corps, la force vitale et une volonté qui gouverne, l'esprit. Or, ce qui est actif, c'est l'esprit. Ce qui est passif, c'est le corps qui obéit. Et quant à la force vitale, elle est le nœud qui unit l'un à l'autre, elle est la résultante neutre. Cette conception triple de l'homme est extrêmement générale. Elle existe aussi chez les hindous qui distinguent le corps physique, donc je ne vais pas lire les mots entre parenthèses, l'esprit et la force vitale. Le corps est la matière que nous venons d'étudier, cette matière qui n'est qu'une modalité de l'énergie universelle et qui résulte d'un certain équilibre de sa double polarité. L'esprit est aussi une modalité de l'énergie universelle, individualisée. Lui aussi peut être conçu comme l'équilibre de 2 aspects opposés, entre parenthèses tels que la volonté d'action et la volonté d'arrêt par exemple. La volonté d'action positive sera en quelque sorte son soufre, la volonté d'arrêt sera son mercure. Leur résultante sera l'équilibre tel qu'il se manifestera par le sel. Quant à la force vitale, c'est une notion qui a besoin d'être précisée davantage. C'est un principe intermédiaire tenant à la fois du corps matériel et de l'esprit immatériel. C'est une sorte de fluide par lequel l'esprit pourra agir sur le corps. À la mort, il se clive en 2 parties. L'une reste attachée au corps, c'est la mumie de Paracelse. L'autre se dégage et accompagne l'esprit. Les hermétistes modernes l'appellent corps sidéral ou astral, et les spirites péri-esprit. L'existence de ce corps fluidique est une notion très répandue puisque les Égyptiens le désignaient sous le nom de Kaba ou double, et que les Chinois le connaissaient sous le nom de Keishan. Il est formé d'une matière très subtile, radiante, du feu diraient les alchimistes, qui sert de support à une énergie qui ou bien se dégage du corps humain ou bien s'y absorbe. Et donc là, il nous donne une citation d'un certain monsieur Descrespes, oui. Et donc citation, sa substance, donc là il parle du péri-esprit, le corps sidéral ou astral, sa substance constitue une atmosphère qui nous entoure et qui est due aux émanations de notre propre substance, aux produits de notre respiration cutanée. Ces émanations ne sont pas exclusivement gazeuses, elles sont constituées pour une bonne part de molécules à l'état radiant, c'est-à-dire en nombre assez restreint pour pouvoir être entraînées par les forces qui sortent de notre organisme ou qui y arrivent. Fin de citation. Elle représente aussi l'influx nerveux. Le corps matériel lui transmet les sensations et elle réagit sur lui
en lui apportant la force motrice qui le fait agir. Elle est dirigée par l'esprit. Elle est capable non seulement de faire contracter un muscle, mais avec le temps, quand elle est convenablement dirigée par la volonté, d'opérer quelques transformations matérielles du corps. Cette conception amènera les médecins alchimistes à essayer d'agir sur elle directement. Comme nous le verrons, les alchimistes admettaient que ce fluide était surtout localisé dans le sang. Donc au XVIe siècle. Fluide au XVIe siècle, disait, donc citation, « L'âme sensitive ou élémentaire, agent de la sensation, de la nutrition et de la reproduction, réside dans le sang. » Fin de citation. Et bien avant, Platon, là il y a une citation en grec sûrement, donc je ne sais pas lire, et plus anciennement encore, le chapitre 17 du Lévitique défend aux enfants d'Israël de manger le sang des bêtes, quelles qu'elles soient. Donc citation, « Parce que l'âme de toute chair est au sang, et quiconque le mangera sera exterminé. » Fin de citation. Donc là je passe un petit peu. Ensuite il dit, « Quant à la notion d'âme, elle est très précisée par les philosophes pour qu'il soit besoin d'y revenir ici. Remarquons seulement qu'il y a en elle de l'activité, de la passivité et un état d'équilibre. C'est la décision, la réflexion, la volonté, ou bien l'attention, l'imagination, la raison, etc. Et ainsi nous concevons que le corps, l'âme, entre parenthèses ou esprit, et la force vitale sont des unités complexes réunies pour former une unité d'ordre plus élevé, de point l'homme. L'homme lui-même, comme toute unité, sera doublement polarisé, donc entre parenthèses les deux sexes. Et entre ces deux aspects se placera une résultante intermédiaire, l'embryon. Or cet homme, triple en lui-même, triple dans son espèce, va se présenter sous 4 formes ou éléments, sans parler des 4 âges de la vie, donc différenciation dans le temps, ni des 4 races humaines, différenciation dans l'espace, qui sont des notions plus discutables. Nous considérons seulement la distinction des 4 tempéraments, notion sur laquelle repose toute la médecine alchimique et qui a duré de l'Antiquité la plus reculée jusqu'au XIXe siècle. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette thèse de médecine, donc par rapport au corps, à l'esprit et à la force vitale. J'espère que ça vous a intéressé. Donc voilà, en conclusion, on peut dire que ici, il considère, on peut dire que l'âme, c'est un petit peu la même chose que l'esprit, donc il le dit. Il dit, nous concevons le corps, l'âme ou esprit entre parenthèses, donc on peut considérer que c'est un petit peu la même chose d'après lui. Et la force vitale sont des unités complexes réunies pour former une unité d'ordre plus élevée, l'homme. Donc voilà, et aussi une chose qui est importante à retenir, c'est que il existe donc le corps qui est relié donc au mercure pour les alchimistes, l'esprit ou l'âme qui va être relié donc au soufre, donc à une unité de feu, si je puis dire, donc c'est un feu, alors que le mercure c'est l'humide radical, c'est plus relié à l'humidité. Et donc entre les deux il y a la force vitale, donc le sel qui va former le nœud, donc entre le corps et l'esprit, qui va permettre à l'esprit d'agir sur le corps, et il dit bien ici que la force vitale se divise en 2 sous-unités, une qui va rester attachée au corps, donc la mumie, et une autre qui va accompagner l'âme donc lors de la mort, le corps sidéral ou astral, ou le péri-esprit, donc par les spirites. Et donc c'est ce péri-esprit où ils disent que c'est une matière très subtile, radiante, qui est aussi qui est rattachée à un élément plus de feu, aussi d'après les alchimistes. Donc voilà, ça c'est très important. Et une dernière chose qui est importante, c'est bien sûr que cette âme sensitive ou élémentaire, donc on retrouve dans ce péri-esprit, agent de la sensation, de la nutrition et de la reproduction, réside dans le sang.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous souhaitez réagir par rapport à ce que j'ai dit. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous l'avez aimé, à la partager si vous pensez que ça pourra intéresser d'autres personnes. Moi, je vous mets comme d'habitude le lien ici, il me semble, par rapport à la biorésonance, car je suis thérapeute en biorésonance multidimensionnelle et je peux vous accompagner pour rééquilibrer votre organisme en profondeur afin d'améliorer votre état de santé, votre état de bien-être. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller voir cette playlist ici. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écouté.